Isramag, votre magazine d'actualité depuis Jérusalem. Isramag vous est présenté en partenariat avec Salut, c'est Esther Benamou de Paris. Depuis cet été à Jérusalem, on décide il y a quelques mois de faire enfin notre alia. Et paf, on se retrouve en plein Covid avec toutes les restrictions et incertitudes. Une amie m'a dit « Esther, appelle l'Alia Group ». Et depuis, tout a été résolu avec une méthode parfaite et un cœur grand comme ça. Là, je vous parle de mon appartement à Jéru, trouvé par la coordinatrice ADG. Mon fils est en cours particulier avec la prof ADG. Aujourd'hui, plus que jamais, monté, mais accompagné. Retrouvez Esther et d'autres témoignages sur aliadegroup.com et sur notre page Facebook. Contactez-nous pour envisager ensemble votre projet d'Alia. Isramag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Bonjour à tous et shalom, soyez les bienvenus dans Isramag. Alors les effets de la pandémie se font ressentir, on va dire avec vigueur, sur le marché du bien immobilier en Israël et partout dans le monde d'ailleurs. C'est un exercice qui est particulièrement difficile parce que la situation est complètement inédite. Alors comment se passent tous ces bouleversements et surtout comment les gère-t-on quand on est propriétaire ou quand on a l'intention d'acheter un bien immobilier en Israël ? On en parle dans quelques instants avec notre invitée Esther Amar. Elle est fiscaliste internationale, experte comptable diplômée de l'ESSEC et elle nous donne plein de conseils dans un instant. Isramag vous est présenté en partenariat avec Koulam News. Émouvant, surprenant. Rafraîchissant. Koulam News. Israël comme on l'aime. Je suis fan de Koulam News. Koulam News. Des très belles histoires. KoulamNews.com. Des centaines de milliers de vues chaque semaine. Koulam News, vous allez adorer. KoulamNews.com. Isramag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Et nous saluons Esther Amar qui nous rejoint dans cette émission. Bonjour David. Vous êtes, je le disais, fiscaliste international et expert comptable. On ne va pas évidemment évoquer tout le mouvement lié à l'immobilier dans le monde, mais en tout cas c'est un secteur qui a été touché avec l'arrivée de la pandémie, probablement un début de récession. Est-ce qu'on a déjà une tendance pour Israël ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, le marché de l'immobilier en Israël a toujours été en hausse, quelles que soient les situations, effectivement, c'est vrai. Et donc, suite au Covid-19, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'abord un ralentissement de cette hausse et en fait une stagnation. Et pour certains types de maisons qui sont en fait les très grands biens immobiliers, une baisse des prix, ce qui est exceptionnel sur le marché de l'immobilier israélien, sachant qu'il y a un manque de maisons en Israël pour l'ensemble de la population, et ça a quand même enregistré enfin une baisse pour les très grandes maisons, sachant aussi que l'État, par le fait qu'il est intervenu de façon très active sur le marché de l'immobilier depuis ces quelques années en proposant des projets, donc on va dire préférentiels pour les jeunes couples justement qui n'auraient pas d'autres maisons. Lui aussi a été touché puisque les constructions ont été touchées, le Covid faisant que les employés, enfin les poalim, ce qu'on appelle les constructeurs, ne pouvaient pas venir, ne pouvaient pas assurer leur délai et donc ça a créé un retard, ce qui fait que d'un côté les prix pour les petites maisons, pour les jeunes couples, oui, a continué, on va dire, à augmenter légèrement, mais il y a une récession sur les grands biens immobiliers qui traitent en fait, qui se tournent plus exactement vers des familles d'une certaine taille et qui, eux, effectivement, n'ont plus tellement de marché, tant par le fait que les gens ont moins de moyens par le Covid et aussi parce que effectivement, il y a moins de demandes, les gens ne cherchent pas à changer de maison dans ces périodes-là, ils ne prennent pas de risques. Alors il y a deux cas de figure pour ceux qui nous écoutent en France. Soit ils ont un bien immobilier en Israël tout en restant français, soit ils ont l'intention de monter en Israël, de réaliser leur alia. Est-ce que dans l'un et l'autre des cas, il y a des taxes d'acquisition et des droits que l'on peut acquérir en tant que touriste ou en tant qu'Olé Hadash ? Tout
à fait, tout à fait. En fait, ce qui est aussi important à savoir, c'est que la taxe d'acquisition, donc pour tout citoyen israélien, avait augmenté il y a à peu près, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça, 2-3 ans, même un peu plus, et était passée de 5 à 8%. Et justement, suite au Covid et suite à la crise, ils l'ont rebaissé à 5%. Donc déjà, à la base, pour tout citoyen qui aurait plus qu'une maison, tout citoyen israélien, il doit payer 5%. Mais il y a effectivement, et ça, évidemment, c'est pour quelqu'un qui a déjà une maison. Quelqu'un qui n'aurait qu'une seule maison, qui achète qu'une maison, il a ce qu'on a le droit à des exemptions particulières jusqu'à un certain montant, et puis après ça monte de façon progressive. Je crois que le premier palier est à peu près de 1,7 million, sur lequel on ne paierait pas du tout de taxes d'acquisition. Maintenant, pour les Olim Khadashim, ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'effectivement, il y a des réductions encore supplémentaires, puisque la façon dont ça monte est encore plus bas. Mais ce qui est très intéressant à savoir et très important à savoir pour les Olim Khadashim, c'est que quand les gens ils font leur alia, surtout administrative, et qu'ils ont juste une Teudat Zehut et qu'ils ont preuve avec Teudat Alia, ça ne suffit pas pour les impôts israéliens à fixer leur exemption ou bien leur réduction. Ils tiendront à voir que ces Olim-là officiels sont aussi réellement des Olim, qu'ils restent en Israël, qui vivent une partie de l'année en Israël, et qu'ils sont pas retournés aussi vite en France pour continuer à vivre gentiment en France. Donc c'est important que les gens le sachent, ils ont des droits, mais qui doivent être en fait appuyés par une véritable alia, une véritable résidence en Israël. Normalement c'est la moitié de l'année, mais quelqu'un qui ferait ça en fait, même quelques mois et qui montre véritablement qu'il reste en Israël, alors il n'y a pas de problème. Très important aussi pour les Olim, quelqu'un qui va acheter une maison et qui n'est encore pas Olé Hadash, qui envisage sa alia, il a le droit de profiter de ces abattements pour les Olim Hadashim, donc pour les nouveaux immigrants, jusqu'à 1 an depuis la signature du contrat. Donc si jamais quelqu'un vient maintenant en décembre acheter une maison en Israël, il est touriste, il peut prétendre qu'il va faire son alia dans l'année qui vient, et donc il ne paiera pas la taxe d'achat comme un touriste. Et là, il pourra profiter des exemptions d'un nouvel immigrant, d'un Olé Hadash. Et lorsque je possède un bien en Israël et que j'en retire des revenus locatifs, comment je paye mes impôts et où ? Bon, en fait, c'est important quand même de savoir une chose, c'est que surtout d'après la Convention France-Israël, les biens qui sont en Israël ne regardent que le fisc israélien. Donc même pour quelqu'un qui n'est pas israélien, qui habite en France et qui a des biens en Israël, il ne doit pas déclarer ou payer d'impôts, en tout cas, sur les revenus locatifs enregistrés sur des biens en Israël. Maintenant, les différents types de possibilités, en fait, sont, on va dire, les plus courantes, sont ou bien de payer 10% sur l'ensemble des revenus locatifs sans demander aucun type de dépense. Et donc, si quelqu'un touche 10 000 shekels par mois de revenus locatifs, il paiera 1 000 shekels par mois d'impôts. Ça, c'est un premier type de cursus, mais dans ces cas-là, on n'a le droit à aucun abattement à cause de dépenses. Alors, quelqu'un qui aurait financé son bien par beaucoup d'emprunts, et donc il paye énormément d'intérêts sur ce qu'on appelle les emprunts immobiliers israéliens, les mashkenta, alors il aurait tout intérêt à vérifier que le deuxième cursus qui s'applique et qui est possible, qui lui est en fait une sorte de pourcentage qui démarre à 31% sur le bénéfice imposable après avoir enlevé toutes les dépenses possibles, qui sont les intérêts, l'amortissement du bien, je ne sais pas s'il y a des travaux et ainsi de suite, de voir si effectivement il peut payer moins cher de cette façon-là. Sachant que le troisième point, c'est que des gens qui touchent moins de 5 000 shekels par mois ou jusqu'à 5 000 shekels par mois de revenus locatifs pour des maisons qui sont destinées uniquement en fait à l'habitation privée et pas commerciale, alors peuvent être complètement exemptés d'impôts, quelle que soit en fait sa résidence, que ce soit à l'étranger ou ici. Il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps, Esther Amar. Dites-nous un mot sur les impôts à la plus-value. Alors, c'est important de savoir qu'il y a ce qu'on appelle le mas shevar, c'est-à-dire c'est l'impôt à la plus-value à la vente. Alors, quelqu'un qui aurait qu'une seule maison, en fait unique, et qui l'a bien louée pendant au moins 18 mois avant sa vente, ou bien qu'il habitait dedans, pourra profiter d'une exemption totale, quand même, je crois, limitée à 4 millions et quelque chose comme ça, en fait, sur le prix de la maison. Mais il est exempté, en fait, de plus-value. D'impôt sur la plus-value, pardon. Donc ça, c'est une première possibilité. Maintenant, l'impôt sur la plus-value est de 25%. De façon générale, maintenant, c'est un peu complexe. Il y a eu énormément de réformes dans ce domaine-là qui font que toutes les plus-values réalisées
jusqu'à fin 2013 serait donc exempté complètement et le reste, ça serait imposé au prorata de la période qui reste après 2013. Mais ce qui est surtout très important à savoir, et là je parle pour les gens, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est qu'en fait on peut éventuellement se tourner vers le fisc israélien qui touche à l'immobilier en leur disant ok, j'ai fait une plus-value X cette année, mais j'ai le droit de dire que cette plus-value, je vais l'étaler sur 4 ans en arrière. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, 4 ans en arrière, les 3 dernières années, j'avais pas du tout profité de mes abattements d'impôts en tant que citoyen, en tant que résident israélien, et j'ai le droit d'en profiter maintenant. Et ça peut réduire d'énormément l'impôt sur la plus-value, des fois même à l'annuler. Donc c'est important que les gens sachent que en fait l'impôt sur la plus-value réalisé dans une année X peut être partagé sur 4 années et permettant de profiter sur chacune des années en fait des abattements supplémentaires dont ils n'avaient pas profité avant. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Et vous n'avez pas dit votre dernier mot, Esther Amar, vous êtes experte comptable, fiscaliste internationale. La discussion se poursuit sur votre site www.esther-amar.com. Bonne journée à vous. Merci. Isramag vous est présenté en partenariat avec... Salut, c'est Aurélia Kalfa de Paris, aujourd'hui à Kfar Saba. Pour nous, l'intégration scolaire de nos enfants était un incontournable de notre alia. Nouvel environnement scolaire, nouvelle langue, c'était même une source d'inquiétude. Et bizarrement, c'est un chiffre qui m'a rassurée, 50. 50, c'est le nombre d'heures de soutien que l'Alia de groupe rajoute chaque semaine pour assurer la réussite de chaque enfant. Prof de soutien, cours l'après-midi, aide aux devoirs. 4 mois après être arrivé, mon Raphaël suivait des cours en hébreu et des amis israéliens venaient jouer à la maison. Retrouvez Aurélia et d'autres témoignages sur aliadegroupe.com et sur notre page Facebook. Contactez-nous pour envisager ensemble votre projet d'Alia. On en reste là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis à Strasbourg sur Judaïka 102.9, à Lyon sur RJL 94.5. Shalom depuis Jérusalem. C'était David Seban. À demain.